À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilik. Bonjour Olivier, Boker Tov. Israël durcit le ton ce matin face au lancement de cerfs-volants depuis Gaza. Tout à fait, Ilana. Après une évaluation de la situation sécuritaire, Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont ordonné à Tsahal d'intensifier ses opérations contre les responsables de ces lancements. Le message adressé au Hamas est clair. Si les lancements de cerfs-volants, de ballons ou de drones se poursuivent, l'armée intensifiera les éliminations ciblées et pourra également évacuer des civils palestiniens des zones utilisées pour ces opérations. Netanyahu affirme qu'Israël ne permettra pas un retour à la situation qui prévalait avant le 7 octobre. Et puis dans le même temps, les éliminations ciblées se poursuivent dans la bande de Gaza. Avec Tsahal et le Shin Bet qui annoncent avoir éliminé Ismail Abou Foul, un responsable de l'unité de production d'armes du Hamas. Selon l'armée, il était directement impliqué dans la fabrication d'engins explosifs et de missiles anti-chars. La frappe a été menée contre le centre de la bande de Gaza, près du camp d'Al-Maghazi. Tsahal précise aussi que le site de production se trouvait à proximité immédiate d'un point de distribution d'aide humanitaire géré par une organisation internationale. Et malgré les tensions, le dialogue se poursuit par ailleurs entre Israël et la Syrie. Avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad El-Shabani, qui a rencontré, dit-on, dimanche le chef du Mossad, Roman Goffman, quelques jours après la frappe israélienne contre une base aérienne syrienne, qui était le 18 août, une rencontre destinée à tenter de faire baisser les tensions entre les deux pays. Les sources informées des discussions qualifient les échanges de bons et malgré ces divergences, la Syrie se dit toujours prête à reprendre des négociations sécuritaires avec Israël. Dans la vallée du Jourdain, à présent, le terroriste qui a perpétré hier matin l'attentat au couteau près du village d'Aloja a été capturé après plusieurs heures de traque. Et il s'agit, Ilana, d'un Palestinien âgé de 16 ans. Son arrestation a été rendue possible grâce à des renseignements transmis aux forces de Tsahal et du Shin Bet. Le terroriste avait poignardé El-Hanan Hanania, un militaire de carrière âgé de 24 ans qui s'était arrêté dans une boutique le long de la route 90, blessé à plusieurs reprises, notamment au dos et à l'épaule. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem dans un état modéré et stable. Voilà. Et puis en Judée-Samarie, 3 Israéliens ont dû être secourus, Olivier, cette nuit après être entrés volontairement en zone A. Un premier incident près de Ramallah, un réserviste armé en civil est entré dans un village d'En Harik. Il a été intercepté par les services de sécurité palestiniens puis remis à Tsahal. À Jéricho, une femme israélienne a été également dû être évacuée après être entrée volontairement dans la ville. Et puis à Bethléem, un autre Israélien a été retrouvé errant dans les rues avant d'être remis aux forces de sécurité. Tsahal rappelle que l'entrée des citoyens israéliens en zone A est interdite et particulièrement dangereuse. Un point élection à présent, Jonathan Pollard fait officiellement son entrée en politique israélienne. Avec l'ancien espion qui avait annoncé dès le mois de juin son intention de se lancer en politique, il a rejoint le nouveau parti Israël d'abord, dirigé par la députée Sharon Ashkel. Jonathan Pollard explique avoir choisi cette formation pour sa ligne sioniste et nationale avec la sécurité d'Israël comme priorité. Sharon Ashkel, ancienne du Likoud, puis de Hatikva Hadasha, a lancé ce parti au mois de juillet en vue donc des prochaines élections du mois d'octobre. Et puis le reste de l'actualité, c'est un règlement de compte spectaculaire en plein jour près de Césarée. Avec Yanis Yushbayev, présenté comme l'un des chefs de la mafia caucasienne en Israël, qui a été abattu hier après-midi à la sortie d'un restaurant dans une station-service. Ces images de vidéosurveillance montrent un homme s'approcher de lui et lui tirer une balle dans la tête à bout portant. Le tireur et ses complices ont pris la fuite en voiture. La police a lancé une vaste chasse à l'homme dans la région.
Et puis on termine avec une note plus légère. Olivier, le chanteur Omer Adam et sa fiancée Sacha Israelovic sont arrivés à Portofino en Italie où ils doivent se marier dans quelques jours. Et la cérémonie se déroulera dans 4 jours, Ilana, dans l'intimité, devant une centaine d'invités seulement qui devront laisser leur téléphone à l'entrée. Le couple séjourne déjà dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Portofino, le Splendido, avec une vue sur la Riviera italienne. Et le prix, sachez-le, Ilana, peut aller jusqu'à 25 000 shekels par nuit, c'est-à-dire 7 200 €. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la météo. Comme d'habitude, la météo de ce lundi 24 août 2026 avec des fortes chaleurs qui sont attendues dans la plupart des régions et des températures qui continueront encore à grimper dans les prochains jours, principalement dans les montagnes et à l'intérieur du pays. Les températures prévues aujourd'hui, il fera jusqu'à 30 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 32 degrés à Jérusalem, jusqu'à 35 degrés à Beersheva et jusqu'à 41 degrés à Eilat. Depuis plusieurs jours, des cerfs-volants en provenance de la bande de Gaza sont retrouvés dans les localités proches de la frontière avec Gaza, notamment de Nahal Oz et Kfar Aza. Pour l'instant, les engins retrouvés ne transportaient pas d'explosifs, mais le phénomène inquiète particulièrement les habitants de la bordure de Gaza qui se souviennent des années 2018-2019 lorsque des cerfs-volants justement et des ballons incendiaires avaient provoqué des centaines d'incendies et détruit des milliers d'hectares de terres agricoles. Avec Olivier Rafovitch, nous allons essayer de comprendre ce que représente réellement cette menace et surtout ce qu'elle nous apprend sur les capacités actuelles du Hamas. Olivier Rafovitch, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, Olivier. Olivier, vous êtes colonel de réserve de Tsahal et ancien porte-parole de l'armée israélienne. Alors, Olivier, plusieurs cerfs-volants ont franchi ces derniers jours la frontière depuis Gaza. Est-ce un phénomène anecdotique ou est-ce que Tsahal considère qu'il y a déjà une nouvelle tendance ? Non, vous avez tout à fait raison. C'est en aucun cas anecdotique. C'est une provocation. Et le Hamas et d'autres groupes terroristes essaient en fait de tester la capacité de réaction d'Israël. Ces cerfs-volants, comme vous l'avez dit, rappellent de tristes souvenirs avec des centaines et des centaines d'incendies dus à des cerfs-volants qui, en fait, avaient pour but de mettre le feu dans les champs et dans les endroits autour de la bande de Gaza. Nous sommes dans une période à l'époque avant le 7 octobre, donc c'était un signe avant-coureur qui malheureusement n'a pas été compris suffisamment malheureusement par Israël. Et donc aujourd'hui, la population israélienne autour de la bande de Gaza, vous parliez de Kfar Aza et d'autres, eh bien, se souviennent très bien de cette période et donc voient dans ces cerfs-volants qui, pour l'instant, comme vous l'avez dit, ne sont pas des cerfs-volants avec des éléments incendiaires, je dirais un préambule possible à une nouvelle vague d'attaques qui pourrait suivre. Alors, quels sont les moyens de Tsahal ? Parce que Tsahal, c'est lorsqu'il y a des roquettes, lorsqu'il y a des missiles, c'est comment gérer. Quels sont les moyens ? Parce que là, c'est beaucoup plus difficile avec ces cerfs-volants, beaucoup plus difficile à intercepter. Quels sont les moyens de Tsahal pour justement essayer de contrecarrer, d'intercepter ces cerfs-volants ? Ici, il n'y a pas de politique de vouloir intercepter les cerfs-volants. La politique est claire, que le message est lancé vers le Hamas directement, c'est que si cette situation continue, eh bien, Tsahal frappera durement le Hamas à l'intérieur, et peu importe si ces cerfs-volants ont des charges incendiaires ou pas, le fait qu'il y a cette situation-là, elle est pour nous intolérable, inacceptable, et donc le Premier ministre l'a dit hier, je crois également le ministre de la Défense, Tsahal entreprendra une opération. Une réaction ou des opérations vers le Hamas à cause de ces cerfs-volants. Alors justement, qu'est-ce que ça nous apprend par rapport aux capacités du Hamas
dans la bande de Gaza. On avait parlé que le Hamas était pratiquement anéanti. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut dire aussi il semble que ceux qui ont lancé ces cerfs-volants, ce sont des jeunes palestiniens, jeunes membres du Hamas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement du Hamas? Quel est le message? En fait, ces cerfs-volants-là ne posent pas un réel problème sécuritaire stricto sensu. Ouais. Mais ils sont, encore une fois, une provocation. Ils sont un acte de guerre psychologique de la part du Hamas pour faire peur aux habitants israéliens autour de la bande de Gaza, puisqu'encore une fois, ils rappellent cette situation pré-7 octobre. Et donc, il y a ici, de la part du Hamas, une utilisation d'une jeunesse palestinienne, évidemment reliée au Hamas, qui va travailler pour le Hamas en participant à cette guerre psychologique. Donc Israël ne va pas s'attaquer aux enfants. Israël va s'attaquer aux responsables du Hamas qui poussent cette jeunesse à être organisée pour lancer des cerfs-volants, pour encore une fois créer une psychose d'angoisse, de peur. Puisque encore une fois, je le rappelle, les gens l'ont oublié parce qu'il y a eu des choses terribles qui ont eu lieu depuis, mais ces cerfs-volants ont été lancés par milliers sur Israël et ont été malheureusement, encore une fois, dans l'histoire des relations entre Israël et cette bande de Gaza avec le Hamas au pouvoir, le préambule a posteriori de la guerre. C'est en fait, ce que vous nous dites, c'est une réelle provocation du Hamas pour voir de quelle manière Israël va réagir. Et puis on rappelle qu'il y a quand même ce plan qui a été demandé par certains pays, le plan 20 points, où on parle de désarmement. Donc on a l'impression quand même vous avez raison. Qu'il y a c'est pas un acte ce n'est pas un acte de guerre comme lancer des missiles ou attaquer à la Kalachnikov. Mais on est dans un acte de guerre, encore une fois, psychologique. Les gens autour de la bande de Gaza qui sont revenus dans les kibbutz, dans les moshav autour de la bande de Gaza, veulent vivre tranquillement, sereinement, éduquer les enfants, élever leurs familles et planter des graines dans les champs. De revoir ces cerfs-volants lancés par le Hamas via des éléments jeunes, c'est d'abord pour le Hamas de dire regardez, c'est pas nous, c'est des jeunes. Ça, c'est le type classique de la manière dont le Hamas ou le Djihad islamique fonctionne, c'est-à-dire utiliser la population civile et comme bouclier humain et comme moyen de se cacher derrière eux. Et puis, encore une fois, ne sous-estimons en aucun cas la valeur psychologique de ces éléments-là qui vont rappeler des tristes souvenirs, encore une fois, aux populations. D'ailleurs, on a vu hier les réactions des populations, des responsables locaux, qui disent on ne peut pas continuer à voir ces cerfs-volants arriver chez nous, atterrir chez nous dans les jardins, dans les parcs, parce que ça veut dire que Gaza revient chez nous, du point de vue des habitants de Haute-Gaza, autour de la bande de Gaza, et donc c'est inacceptable. La manière de traiter ce sujet est une manière compliquée, puisque le cerf-volant lui-même n'est pas un danger, encore une fois, militaire classique, mais, je répète, il est l'expression d'un acte de guerre psychologique qui peut tout à fait cacher un autre acte de guerre qui, lui, sera moins psychologique. Donc il faut traiter ce sujet et il faut frapper le Hamas très durement pour leur expliquer clairement, avec un message militaire clair, qu'on ne continue pas et on ne recommence pas ce qui s'est passé dans les années précédentes. Ouais, il faut que le message soit clair. On espère qu'il sera clair de la part du gouvernement et de Tsahal, justement pour rassurer plus particulièrement encore plus les habitants en bordure de la bande de Gaza qui revivent, comme vous l'avez dit, ce cauchemar des cerfs-volants et de l'avant 7 octobre. Merci en tout cas, merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous. Avec ce matin, une question à la une de la presse israélienne. Que cherche la Turquie en Syrie et pourquoi cela inquiète Israël? Et c'est le Ynet qui pose cette question à travers un podcast avec le professeur Eyal Zisser.
professeur de l'université de Tel Aviv, revient sur la frappe israélienne menée la semaine dernière contre la base militaire dans la région d'Idlib, soupçonnée de devoir accueillir des forces turques. Et selon Eyal Zisser, Ankara cherche aujourd'hui à récolter les fruits de son soutien à Al-Shara. La Turquie l'a aidé lorsqu'il dirigeait la rébellion. Puis dans sa conquête du pouvoir d'Hamas, elle veut désormais renforcer sa présence militaire donc en Syrie, et c'est précisément ce qui inquiète Israël. Jusqu'à présent, Jérusalem avait préféré agir discrètement pour éviter une confrontation directe avec Ankara. Mais si la Turquie installe des systèmes de défense aérienne et des forces militaires plus profondément en territoire syrien, les intérêts israéliens et turcs pourraient finir par entrer directement en collision. Et l'Israël Hayom, ce matin, revient justement sur la rencontre entre le chef du Mossad, Roman Goffman, et le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad El-Shamadi. Une rencontre qualifiée de positive et productive avec un objectif très concret, créer un mécanisme de dialogue direct entre Israël et la Syrie pour éviter que des incidents sur le terrain ne dégénèrent. Mais le point le plus intéressant, selon le journal, c'est que les deux hommes auraient aussi commencé à discuter d'un possible arrangement régional à trois, Israël, la Turquie et la Syrie. Cela montre bien à quel point Ankara est désormais incontournable dans le dossier syrien. Et les médias israéliens reviennent aussi ce matin sur les coulisses de la rencontre au Caire la semaine dernière entre Jared Kushner et les dirigeants du Hamas. Une rencontre qui avait fait réagir ici en Israël. Et selon la chaîne 12, les États-Unis auraient reçu des renseignements laissant penser que certains responsables du Hamas envisagent de ne pas respecter leur engagement et de désarmement. Kushner aurait donc adressé un avertissement très clair à Khalil El-Haya, le chef du Hamas. Si le Hamas tente de tromper les médiateurs et ne met pas en œuvre l'accord, le processus s'arrêtera et Washington ne cherchera plus à empêcher Israël d'agir. Face aux médiateurs, le Hamas aurait réaffirmé son engagement à respecter les 20 points du plan, y compris le désarmement et de la bande de Gaza. Pour les Américains, le véritable test commence donc maintenant, celui de l'application concrète de ces engagements. Et dans le Yediot, un avertissement particulièrement inquiétant ce matin. Nous sommes de nouveau au 6 octobre. Et c'est le titre d'un rapport du Conseil d'octobre qui rassemble des témoignages de soldats, d'observatrices et d'habitants de l'enveloppe de Gaza. Tous décrivent le même sentiment. Certaines alertes remontant du terrain seraient à nouveau minimisées. Et le rapport évoque les franchissements répétés de la ligne jaune, le réarmement du Hamas, le recrutement de nouveaux combattants et la fabrication d'armes et la poursuite de l'activité dans les tunnels. Et puis IEA, ces cerfs-volants lancés ces derniers jours depuis Gaza, ils ne transportent pour l'instant ni explosifs ni matières incendiaires, mais pour les habitants du Sud, le problème est justement la banalisation de ces incidents. Politique à présent avec un phénomène qui pourrait peser lourd sur les élections d'octobre, la multiplication des petits partis. Et oui, et c'est le Israël Hayom qui en fait même sa une ce matin avec un peu plus de 2 semaines, je reprends. Et c'est le Israël Hayom qui en fait même sa une ce matin, à un peu plus de 2 semaines du dépôt définitif des listes. Plusieurs nouveaux partis restent sous le seuil électoral et le risque, c'est que des centaines de milliers de voix soient tout simplement perdues. Cette fois, avec l'augmentation du nombre d'électeurs, il faudra probablement autour de 171 000 voix pour franchir le seuil électoral. Conséquence, dans les deux blocs, les alliances deviennent presque indispensables. Mais selon le Israël Hayom, tous les responsables politiques ne semblent pas encore avoir pris mesure du danger. Et puis certains analystes politiques essayent d'expliquer la montée en puissance de Gadi Eisenkot,
Le Maariv reprend une longue analyse publiée par Politico, un institut d'analyse politique qui représente et qui présente désormais l'ancien chef d'état-major comme le principal adversaire politique de Binyamin Netanyahou à l'approche des élections du 27 octobre. Selon Politico, Eisenkot profite d'un profond désir de changement dans une partie de l'opinion israélienne. Après près de 3 années de guerre, de tensions, de politique et d'isolement international, son avantage, c'est aussi son profil. Un ancien militaire considéré comme modéré, peu clivant et capable d'attirer une partie des électeurs traditionnellement situés à droite. L'un des anciens conseillers de Netanyahou résume ainsi la situation après une personnalité aussi dominante que Netanyahou. Une partie des Israéliens chercherait aujourd'hui avant tout davantage de calme et de stabilité. Puis on revient ce matin aussi sur la situation à l'aéroport Ben Gurion avec la chaîne E24 News en hébreu qui nous apprend qu'après plusieurs jours de perturbations, le trafic est revenu à la normale, les vols partent à l'heure et les bagages sont de nouveau chargés normalement. Mais la confiance des voyageurs, elle, reste ébranlée. Après le chaos de jeudi, beaucoup redoutent encore de nouvelles perturbations en cette dernière semaine du mois d'août. 2 enquêtes ont été lancées, l'une par l'autorité des aéroports, l'autre par le ministère des Transports. Objectif, comprendre comment la situation a pu dégénérer aussi rapidement et surtout éviter un nouvel épisode de ce type à l'approche des fêtes. Et pour terminer, on s'intéresse ce matin à l'importante opération mise en place pour le pèlerinage de Rosh Hashanah à Ouman en Ukraine. Et c'est le Yediot qui nous donne des détails de cette opération. Près de 45 000 fidèles de Breslev sont attendus cette année, dont environ 35 000 Israéliens. En raison de la guerre en Ukraine et de l'impossibilité d'y atterrir directement, les voyageurs devront transiter par plusieurs pays voisins, notamment la Roumanie, Moldavie, la Pologne ou encore la Hongrie. Israël prévoit donc de déployer plus de 40 policiers ainsi que plusieurs dizaines de diplomates dans les aéroports, aux postes frontières et à Ouman. Le coût de cette opération est estimé à plusieurs centaines de milliers de shekels. Comment les Palestiniens réécrivent l'histoire sous les auspices de l'UNESCO ? Et il y a une bataille dont on parle très peu en Israël. Elle ne se joue ni à Gaza, ni au Liban, ni à l'ONU. Elle se joue dans les ruines et dans les fouilles archéologiques, dans les noms que l'on donne aux sites anciens et surtout dans les dossiers déposés auprès de l'UNESCO. Une bataille pour l'histoire. Le dernier exemple, c'est Sébastia, l'ancienne Samarie, près de Naplouse. À la fin du mois de juillet, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a inscrit Sébastia comme site du patrimoine mondial palestinien et également comme site en danger. Or, Sébastia n'est pas un site comme les autres. C'est l'ancienne capitale du royaume d'Israël, construite au 9e siècle avant notre ère par le roi Omri. Une ville qui fut ensuite reconstruite par Hérode avant de connaître des périodes romaines, byzantines, croisées, puis ottomanes. Pour Israël, ce classement n'est donc pas seulement une décision archéologique, il s'inscrit dans une bataille beaucoup plus large sur le récit historique de la Judée-Samarie. Et Sébastia n'est qu'un exemple. Quelques jours avant la décision de l'UNESCO, l'autorité palestinienne annonçait l'ajout de 12 nouveaux sites à sa liste indicative. Cette liste qui sert ensuite de base aux futures candidatures au patrimoine mondial. Parmi ces sites, on trouve des lieux parmi les plus importants de l'histoire juive, tels Remédia, l'ancienne Hebron, Hérodion, le palais d'hiver des rois hasmonéens à Jéricho, ou encore l'ancien système d'aqueducs qui alimentait Jérusalem depuis les environs des bassins de Salomon. C'est précisément là que commence la controverse. Dans plusieurs dossiers palestiniens, ces sites sont présentés sous des noms arabes et à travers des périodes historiques qui précèdent ou contournent leur dimension juive. Tel Balata, tel Reméda sont par exemple regroupés sous l'appellation des sites-États cananéens. Le passé cananéen de ces villes est évidemment une réalité historique, mais à Hebron, il n'est pratiquement pas question d'Abraham, de l'achat de la grotte des patriarches ou encore des 7 années durant lesquelles le roi David y a régné. Autre exemple très parlant, le palais des Hasmonéens de Jéricho. Le dossier évoque leur importance à l'époque hellénistique,
Mais le mot hasmonéen n'apparaît pratiquement pas, alors que ces palais furent construits par la dynastie juive qui gouverna la Judée après la révolte des Maccabées. Même chose pour l'Hérodion. Hérode y apparaît comme un personnage historique et un grand bâtisseur, mais beaucoup moins comme roi de Judée. Et le rôle du site pendant la grande révolte juive contre Rome, puis pendant la révolte de Bar Korba, est largement relégué au second plan. Et il y a aussi le système d'eau de Jérusalem, les aqueducs et les bassins de Salomon sont décrits comme une prouesse d'ingénierie antique. Mais le contexte qui explique pourquoi Jérusalem avait besoin d'une telle quantité d'eau est beaucoup moins présent. Or, cette infrastructure se développe à l'époque du Second Temple, lorsque des dizaines de milliers de pèlerins montent régulièrement à Jérusalem. Pour plusieurs organisations israéliennes qui travaillent sur la préservation du patrimoine, il ne s'agit donc pas seulement de sauver les pierres, il s'agit de préserver le contexte historique de ces pierres. Car une ruine sans son histoire peut raconter n'importe quelle histoire. Et c'est là que cette bataille devient politique. Une inscription à l'UNESCO ne signifie pas qu'un peuple devient propriétaire d'un site, mais elle donne une reconnaissance internationale à certaines manières de la présenter. Et lorsqu'un site apparaît pendant des années comme patrimoine palestinien et que son nom arabe devient l'appellation officielle et que certaines périodes historiques disparaissent progressivement des descriptions, un récit finit par s'installer. Il est ainsi repris dans les universités, dans les guides touristiques, sur les cartes et dans les médias internationaux. Et c'est précisément ce qu'Israël semble avoir longtemps sous-estimé. Pendant que les débats israéliens se concentraient sur la sécurité, les frontières et les implantations, les Palestiniens ont investi depuis des années le terrain du patrimoine et des institutions internationales. Et aujourd'hui, certains responsables israéliens estiment qu'il faut rattraper ce retard, reprendre les fouilles, protéger les sites, publier des recherches et surtout expliquer beaucoup mieux leur histoire, parce qu'au fond, cette bataille ne porte pas seulement sur le passé, elle porte aussi sur le présent. Depuis quelques jours, la tension entre Israël et la Turquie a franchi un nouveau cap après une frappe israélienne contre une base militaire syrienne près de la frontière turque. Jérusalem affirme vouloir empêcher une implantation militaire turque en Syrie. Derrière cet épisode, c'est une véritable bataille beaucoup plus large qui se joue, celle de l'influence au Moyen-Orient après la chute du régime de Assad, avec une Turquie qui cherche à renforcer son rôle en Syrie et en Israël, et un Israël qui veut empêcher l'émergence donc d'une nouvelle menace à ses frontières. Pour parler de ce sujet, nous sommes ce matin avec notre invité Rémi Daniel. Rémi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie et plus particulièrement des relations entre Israël et la Turquie. Alors, première question, Rémi Daniel, on va commencer par cette frappe qui a eu lieu la semaine dernière, une frappe israélienne en Syrie. Pourquoi cette base est-elle devenue un point de tension entre Israël et la Turquie ? Je pense qu'il faut, pour comprendre l'importance de cette frappe, revenir justement à la chute d'Assad que vous évoquez, à un moment où Israël et la Turquie comprennent que finalement, ils vont être en contact direct puisqu'il n'y a plus de régime syrien pour servir de zone tampon entre eux. Et après quelques semaines d'incertitude, ce qu'on a vu, c'est que de manière non officielle, Israël et la Turquie se sont un petit peu partagé la Syrie, avec Israël actif principalement au sud du pays et la Turquie au nord, sans intervention de l'autre pays dans la zone d'influence de chacun. Et avec l'attaque de la semaine dernière, Israël est en fait allé bien plus au nord que cet accord informel prévoyait. Et c'est pour ça que ça a été une frappe qui, d'emblée, était faite pour envoyer un signe fort à la Turquie en ayant frappé dans une zone que la Turquie considère plutôt sous sa responsabilité, et dans une zone dans laquelle elle n'attendait pas d'intervention israélienne. Alors justement, elle n'attendait pas, puisqu'elle affirmait qu'elle n'avait pas l'intention d'établir une base militaire dans ce côté de la Syrie. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait cette déclaration? Et surtout, est-ce que Israël n'a pas été trop loin ou dans sa volonté justement de se protéger? Et est-ce que
est-ce qu'il y a une justification à ces bombardements? Est-ce qu'on peut le savoir? Bien, il y a un petit peu une zone de flou dans l'interprétation de ce qui s'est passé, puisque les Turcs disent en effet qu'il n'y a jamais eu de soldats turcs dans cette base syrienne. Une version que l'ambassadeur américain en Turquie, qui est assez proche d'Erdogan, Tom Barak, soutient aussi. Contre ça, il y a eu un certain nombre d'articles dans la presse israélienne qui se fondent, soi-disant, sur des renseignements militaires israéliens qui disent au contraire que la Turquie était en train d'essayer de s'implanter de manière plus forte et plus menaçante pour Israël dans cette zone du nord de la Syrie. Une version qui est assez crédible, soyons honnêtes, puisqu'on est quand même, et vous l'avez évoqué en introduction, dans une période de crise importante entre Israël et la Turquie. Ce qui est intéressant cependant, je dirais, concernant la frappe, il se peut que la frappe ait été nécessaire, ne serait-ce que pour envoyer le signal à la Turquie que j'évoquais à la question précédente, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire les différentes déclarations des hommes politiques israéliens qui, au lieu, par exemple, de nier ou de se taire, ce qui a été le cas pour des frappes en Syrie par le passé, ont décidé d'en parler. Le Premier ministre Netanyahou en a parlé plusieurs fois, ont décidé de présenter cette frappe comme orientée contre la Turquie. Aller si fort rhétoriquement autour de cette frappe contre la Turquie, à mon avis, c'était une erreur. Alors, on a vu ces derniers mois des déclarations très dures du président turc contre Israël, mais on reste tout de même dans un certain, on va dire, dans un certain respect diplomatique entre Israël et la Turquie. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Turquie est un ennemi ou peut-être un adversaire d'Israël? Quelle est sa position exacte? C'est un peu difficile de définir. Oui, il y a un jeu un peu rhétorique. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un adversaire, un compétiteur, un ennemi? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en effet dans une période de crise dans les relations entre les deux pays, comme on n'en a pas vu historiquement, avec une rhétorique extrêmement virulente du régime de Recep Tayyip Erdogan. Certaines des déclarations des officiels turcs ressemblent un petit peu à ce qu'on entend en Iran, par exemple, dans le régime des mollahs, et ça doit nous inquiéter. D'un autre côté, vous avez raison, il y a encore des relations entre la Turquie et Israël, des relations diplomatiques, au minimum, mais elles existent encore. Il y a encore des moyens d'éviter l'escalade avec des canaux de communication. Certains d'entre eux passent par les États-Unis ou par l'Azerbaïdjan. Donc, on n'en est pas encore à l'étape de la confrontation ouverte. Les Turcs, même après l'incident de la semaine dernière en Syrie, disent qu'ils ne veulent pas aller vers l'escalade et se lancer dans un affrontement contre Israël. Cependant, il y a un danger. Dans cette situation où les deux pays se regardent en voyant l'autre comme une menace, où il y a des points de friction en Syrie, à Gaza, à l'Est méditerranéen, dans le Golfe, dans la mer Rouge, tous ces points de friction dans le contexte actuel peuvent conduire à une situation où on perd le contrôle, à un mauvais calcul, et c'est pour ça que la situation est très dangereuse, parce que même si les deux pays ne veulent pas forcément la confrontation ouverte, on peut y arriver si sur le terrain, des choses évoluent un peu de manière incontrôlée. Et puis il y a un autre point qu'il faut évoquer, c'est la volonté de Erdogan de devenir un peu le leader du monde sunnite avec un nouvel axe qui se construit doucement, mais d'une façon visible, c'est-à-dire un axe entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, et visiblement aussi peut-être l'Iran. Est-ce que c'est quelque chose qui doit inquiéter Israël ? En effet, on voit que Erdogan, si on se rappelle un petit peu, il y a 5 ans, Erdogan était isolé sur la scène internationale, isolé vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des pays arabes, alors qu'au contraire, Israël est en train de construire les accords d'Abraham, des bonnes relations avec les pays de l'Est méditerranéen. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une situation qui est totalement inverse. Et c'est un des grands succès d'Erdogan qui peut nous inquiéter en effet, puisque grâce à Trump, il a amélioré ses relations avec les États-Unis. Grâce à Poutine et à Trump et à la guerre en Ukraine,
il a des excellentes relations avec les Européens et il a su profiter de ce qui s'est passé au Moyen-Orient les 3 dernières années pour améliorer ses relations avec plein de pays aux dépens d'Israël, dont l'Arabie Saoudite. Concernant l'accord de la Mecque, c'est en effet l'expression de ce renforcement régional d'Erdogan. Est-ce que cet accord peut inclure l'Iran? Ça me paraît quand même un petit peu compliqué, vu ce qu'on sait sur les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais aussi entre la Turquie et l'Iran. Ce ne sont pas vraiment des alliés régionaux. Pour terminer, est-ce que la situation est contrôlée, on va dire, ou est-ce qu'elle peut dégénérer à tout moment avec peut-être une nouvelle volonté peut-être de la Turquie de s'installer militairement en Syrie et qui ferait donc une réaction militaire aussi d'Israël? C'est un scénario qui est envisageable? Je pense que ce que le dernier événement nous a montré, c'est un petit peu les risques, en effet, qui existent sur la relation entre la Turquie et Israël. Encore une fois, je ne pense pas que la frappe en Syrie ait été une erreur. Les Turcs ont essayé quelque chose de s'implanter, les Israéliens ont réagi. Si le monde politique des deux pays, et notamment le monde politique israélien, était resté silencieux à ce sujet, peut-être qu'on n'aurait pas vu la crise actuelle. Et je pense que c'est ça le danger aussi, c'est que en Israël, on parle beaucoup de la Turquie. En Turquie, on parle beaucoup d'Israël. La situation comporte tous les risques que j'ai déjà évoqués. Si, dans ce contexte-là, un certain nombre de politiciens des deux pays essayent de profiter des tensions pour gagner quelques points vis-à-vis de leur opinion publique, ce qu'on voit dans les deux pays ces derniers mois, en effet, cela augmente le risque que la situation, comme vous l'avez dit, dégénère. Très bien, merci beaucoup Rémi Daniel. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie et des relations israélo-turques. Je suppose qu'on va suivre de très près ces relations entre Israël et la Turquie. On espère en tout cas qu'elles resteront dans l'état actuel des choses et qu'elles ne dégénéreront pas. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Merci, bonne journée.